J'ai toujours voulu raconter des histoires. J'aimerais m'asseoir près du feu, avec des gens autour de moi, et inventer des contes, qu'ils arriveraient à voir en images, et qui les emmèneraient ailleurs, n'importe où, rien qu'avec des mots. J'aimerais les faire rire et les faire pleurer. Des histoires tellement émouvantes que leur âme en serait transformée. J'imagine ce que les grands écrivains peuvent ressentir quand ils ont un tel pouvoir. Parfois, j'ai l'impression que je pourrais le faire aussi. C'est quelque chose que j'aimerais développer. Dans une certaine mesure, écrire des chansons demande la même habileté, provoque les mêmes émotions de joie et de tristesse. Mais une histoire est une esquisse, c'est du vif argent. Il y a très peu de livres sur l'art de raconter. Comment accrocher l'action? Comment rassembler un groupe de gens autour de soi et les amuser? Pas de costume, pas de maquillage, rien du tout. Seulement vous et votre choix. Et avec ça, vous pouvez les subjuguer et transformer leur vie, l'espace de quelques minutes. Pour commencer, il y a une chose que j'aimerais dire aux gens quand ils me demandent de leur parler de mes souvenirs des Jackson 5. J'étais tellement jeune à l'époque, quand nous avons commencé à travailler ensemble, que j'ai presque tout oublié. La plupart des gens peuvent s'offrir le luxe de commencer plus tard dans leur carrière, à un âge où ils peuvent se rappeler le moindre détail, les pourquoi et les comment. Mais ce n'est pas mon cas. Moi, je n'avais que 5 ans à ce moment-là. Quand vous n'avez pas assez de maturité pour comprendre ce qui se passe autour de vous, les gens prennent les décisions à votre place quand vous avez le dos tourné, et vous n'êtes au courant de rien. Je me souviens seulement que je chantais de tout mon cœur, avec la voix la plus aiguë, que je dansais avec la plus grande joie, et que je travaillais trop pour mon âge. Je sais aussi que les Jackson 5 ont vraiment bien commencé à marcher quand j'avais 8 ou 9 ans. Je suis né à Gary, en Indiana, par une chaude nuit d'été de 1958. J'étais le 7e de 9 enfants. Mon père, Joe Jackson, est né en Arkansas, et il a épousé ma mère en 1949. La famille de ma mère, Catherine Screws, était de l'Alabama. Ma sœur Maureen est née l'année suivante et a eu la rude tâche d'être l'aînée. Jackie, Tito, Germaine, Latoya et Marlon sont arrivés ensuite. Puis je suis né, avant Randy et Janet. Je me rappelle que mon père travaillait à l'usine de métallurgie. Il faisait un travail dur et abrutissant, et il jouait de la musique pour s'évader. Ma mère, de son côté, travaillait dans un grand magasin. À cause de mon père et de ma mère, qui adoraient la musique, on y était plongé du soir au matin. Mon père et ses frères avaient un groupe qui s'appelait les Falcons, et ils jouaient du rhythm and blues dans la région. Mon père jouait de la guitare, et avec son frère, ils interprétaient les grands succès du blues et du rock and roll de Chuck Berry, Little Richard, Otis Redding et des autres. Tous ces styles étaient étonnants, et nous étions profondément influencés par cette musique, même si nous n'en étions pas conscients. Les Falcons répétaient dans la salle à manger de notre maison, à Gary. Et moi, j'ai été bercé et nourri au rhythm and blues. La famille était une véritable colonie de vacances. La musique était notre activité commune, et notre père avait un sens de la famille très développé. Les Jackson 5 viennent de cette tradition familiale. Par la suite,
nous sommes devenus les Jackson. Mais à cause de cette éducation musicale et de cet apprentissage, j'ai cherché à me singulariser et à créer mon propre son et mon propre style. Au fond, quand je pense à mon enfance, je ne me souviens que du travail, même si j'adorais chanter. Personne ne m'a obligé à monter sur les planches et à me faire entrer dans le show business, comme par exemple les parents de Judy Garland l'ont fait. Moi, je l'ai fait parce que j'adorais ça, et parce que c'était aussi naturel pour moi que de respirer. Je l'ai fait parce que j'étais poussé, non pas par mes parents ou par ma famille, mais par une force intérieure qui m'entraînait dans le monde musical. Il faut bien que je dise pourtant qu'il y a eu des moments où, quand je revenais de l'école, j'avais tout juste le temps de poser mon cartable et de me préparer pour aller en studio. Là, je chantais jusqu'à une heure avancée de la nuit, et je rentrais me coucher. Mes camarades de classe dormaient depuis longtemps. Il y avait un parc juste en face des studios de Motown, et il y avait souvent des gamins en train de jouer. Je les regardais, stupéfait de savoir que les autres enfants étaient libres de jouer. J'aurais aimé avoir la même liberté. J'aurais voulu m'évader et être comme eux. C'étaient des moments un peu tristes. Ceci est vrai pour tous les enfants stars. Elizabeth Taylor m'a dit qu'elle avait éprouvé la même chose. Quand on est petit et qu'on travaille à l'âge où les autres enfants s'amusent, le monde peut vous paraître terriblement injuste. Personne ne m'a obligé à devenir le petit Michael, le chanteur soliste. Je l'ai fait et j'ai aimé ça. Mais c'était un travail dur. Quand on faisait un disque, on entrait parfois en studio juste après l'école sans avoir le temps de manger. Quand j'arrivais chez moi et qu'il était 11h ou minuit, j'étais tellement fatigué que je n'avais pas faim. C'est pourquoi je comprends complètement les gens qui ont travaillé très jeunes. Je sais à quel point ils ont lutté et ce qu'ils ont sacrifié. Je sais aussi ce qu'ils ont appris. Je sais que cela devient une sorte de défi quand on est plus vieux. Je me sens vieux, mais j'ai de bonnes raisons de l'être. J'ai vraiment la sensation que mon âme est vieille, que j'en ai vu de toutes les couleurs. Et à cause de toutes ces années, j'ai souvent du mal à réaliser que je n'ai que 29 ans. Ça fait 24 ans que je suis dans le show business. Il m'arrive même d'avoir l'impression que j'arrive à la fin de ma vie, que je vais avoir dans les 80 ans. Quand j'ai commencé à travailler avec mes frères, on nous appelait les Jackson. Puis on est devenus les Jackson 5. Plus tard encore, après avoir quitté Motown, nous sommes redevenus les Jackson. Chaque disque que le groupe ou moi avons enregistré a été dédié à ma mère, Catherine Jackson. Nous avons très vite pris notre carrière en main, et nous sommes devenus producteurs de notre propre musique. Je me souviens quand ma mère me tenait dans ses bras en chantant « You Are My Sunshine » et « Cotton Field ». Elle chantait souvent pour nous. Même si elle a vécu en Indiana pendant un certain temps, ma mère a été élevée en Alabama, et les Noirs dans cette région entendent autant de country et de musique western à la radio que de gospel à l'église. Elle aimait aussi Willie Nelson. Elle a toujours eu une voix magnifique. Je suppose que mon talent de chanteur vient d'elle, et de Dieu, bien entendu. Maman savait jouer de la clarinette et du piano, qu'elle a enseigné à ma sœur Maureen, surnommée Rébi. Ma mère a su très jeune qu'elle ne pourrait jamais jouer la musique qu'elle aimait sur une scène, non pas parce qu'elle n'était pas douée, mais parce qu'elle avait eu la polio étant enfant. Elle avait surmonté sa maladie, mais elle boitait irrémédiablement. Elle n'avait pas pu aller à l'école aussi longtemps que les autres, mais elle s'estimait heureuse d'avoir survécu à une époque où beaucoup d'enfants en mouraient. Pour elle, le vaccin que nous devions prendre sur un morceau de sucre était une chose sacrée. Elle nous avait même fait manquer un spectacle, un dimanche après-midi, pour aller à la vaccination.
C'est dire à quel point c'était important dans notre famille. Ma mère ne considérait pas la polio comme une malédiction, dans son cas, mais comme une épreuve que Dieu lui avait envoyée pour qu'elle s'élève au-dessus de sa souffrance. Et elle m'a donné cet amour de lui, que j'aurai toujours. Elle m'a appris que mon don pour le chant et la danse était l'œuvre de Dieu au même titre qu'un orage ou un beau coucher de soleil. Malgré les heures interminables que nous passions à répéter et à voyager, ma mère trouvait toujours le moyen de nous emmener au lieu de réunion des témoins de Jéhovah, généralement avec Rébi et Latoya. Plus tard, alors que nous avions déjà quitté Gary, je me souviens qu'on a joué dans le Ed Sullivan Show, qui faisait passer en direct le dimanche soir des artistes comme les Beatles, Elvis, Sly and the Family Stone. Toute l'Amérique regardait ce programme. Après le spectacle, Monsieur Sullivan complimenta et remercia chacun de nous, mais je pensais à ce qu'il m'avait dit avant le show. Je m'étais trouvé nez à nez avec lui dans les coulisses. Il avait l'air content de me voir, et il m'avait serré la main en disant « N'oublie jamais d'où vient ton talent. C'est un don de Dieu. » On était en 1970, une année où les plus grands du rock détruisaient leur vie avec la drogue et l'alcool. Les anciens du show business n'étaient pas préparés à voir les jeunes mourir aussi vite. Certains disaient que je leur faisais penser à Frankie Lynon, un jeune chanteur des années 50 qui avait perdu sa femme de cette manière. C'est peut-être à cause de ça qu'Ed Sullivan avait voulu me mettre en garde. Je lui étais reconnaissant de sa gentillesse, mais j'aurais pu lui dire que ma mère me répétait toujours la même chose. Je n'avais jamais eu la polio, fantasme terrifiant pour un danseur. Mais je sais que Dieu m'avait éprouvé avec mes frères et sœurs, de façon différente. Une famille nombreuse, dans une maison minuscule avec très peu d'argent, à peine de quoi joindre les deux bouts. Sans parler de la jalousie des gosses du quartier, qui jetaient des pierres dans nos fenêtres quand nous répétions, et qui disaient qu'on n'y arriverait jamais. Quand je pense à ma mère au début de nos années difficiles, je peux vous dire qu'il y a des récompenses qui dépassent de loin l'argent, les acclamations du public ou les disques de platine. Ma mère était extraordinaire. Si elle s'apercevait que l'un de nous s'intéressait à quelque chose, elle encourageait cet intérêt de toutes les manières possibles. Si je lui parlais de stars de cinéma, elle revenait aussitôt avec une foule de bouquins sur ses vedettes. Et elle traitait chacun de ses 9 enfants comme s'il était unique. On peut tous témoigner de son courage et de sa capacité de travail incroyable. C'est vrai, chacun est persuadé que sa mère est la meilleure. Mais nous, les Jackson, nous continuons à le penser. Quand je songe à la tendresse, à la gentillesse, à la chaleur de ma mère, je n'arrive pas à imaginer ce que c'est que de grandir sans l'amour d'une mère. Ce que je sais, c'est que lorsqu'un enfant n'a pas reçu cet amour de ses parents, il éprouve toujours le besoin de s'accrocher à quelqu'un d'autre, un grand-parent, n'importe qui. Avec ma mère, nous n'avions pas besoin d'aller chercher ailleurs. Les leçons qu'elle nous a apprises sont inestimables. Tout d'abord, elle nous a enseigné la gentillesse, l'amour et le respect des autres. Ne jamais faire de peine, ne pas mendier, ne parasiter personne. C'était la loi à la maison. Elle voulait toujours que nous donnions, mais nous ne devions rien demander à qui que ce soit. Elle est comme ça. Je me souviens d'une anecdote qui illustre le caractère de ma mère. Un jour, à Gary, quand j'étais tout petit, un homme est venu frapper à la porte très tôt le matin. Il saignait abondamment, et on pouvait voir ses traces de sang dans la rue. Personne dans le quartier n'avait voulu lui ouvrir. Mais ma mère le laissa entrer immédiatement. N'importe qui aurait eu peur de lui, mais elle n'était pas comme les autres. Je me dis parfois qu'on devrait tous lui ressembler.
Je me souviens de mon père, quand il revenait de l'usine avec un grand sac en papier bourré de beignets gras et saupoudré de sucre pour tout le monde. On se précipitait sur les beignets et ils disparaissaient en un clin d'œil. Il nous emmenait aussi sur les manèges dans les parcs, mais ces images sont floues dans ma tête. Mon père a toujours été un mystère pour moi, et il le sait. Je regrette de ne pas pouvoir me rapprocher vraiment de lui. Au cours des années, il s'est fabriqué une espèce de coquille, et en dehors des sujets de conversation liés au travail de notre entreprise familiale, il a du mal à parler d'autre chose. Même aujourd'hui, c'est difficile d'effleurer le sujet des rapports père-fils. Mon père est trop renfermé, et moi-même je suis gêné d'aborder ce genre de conversation. Mon père a toujours voulu nous protéger, et ça n'est pas une mince affaire. Il a toujours essayé d'empêcher les gens de nous escroquer. Il s'est occupé de nos intérêts pour le mieux. Il a pu commettre quelques erreurs, mais son intention a toujours été de faire le mieux possible pour tous. Il faut dire aussi que mon père a réussi un véritable tour de force dans la façon de traiter avec les gens du show business. Nous sommes peu nombreux parmi les artistes à avoir quitté l'enfance en possédant autant de biens. Argent, avoirs immobiliers, investissements. Il a su protéger ses intérêts, et les nôtres. Aujourd'hui, je peux donc lui dire merci de ne pas avoir profité de nous, comme certains parents le font dans ce métier. Il y a des parents qui volent leurs enfants. Mon père n'a jamais fait cela. Mais je ne le connais pas mieux pour autant. Ça me rend un peu triste, car il reste un mystère total pour moi. Et le restera sans doute. Ce que j'ai reçu de mon père ne vient pas nécessairement de Dieu, même si la Bible dit que l'on récolte ce que l'on a semé. Le message de papa est très clair. Vous pouvez avoir le plus grand talent du monde, si vous ne le faites pas fructifier, il est perdu. Joe Jackson a toujours aimé la musique, autant que ma mère. Mais il savait que le monde ne s'arrêtait pas aux limites de la maison Jackson. Je me souviens qu'au départ il avait un groupe, les Falcons, et qu'il répétait chez nous tous les week-ends. Papa conduisait une grue dans son usine, et avec ses collègues il sillonnait la région pour aller jouer dans les clubs de la ville, et les collèges de Chicago et du nord de l'Indiana. Quand il y avait des répétitions à la maison, papa sortait sa guitare du placard où elle était enfermée, et il la branchait sur l'ampli, en bas, dans le sous-sol. Tout le monde se mettait en place, et la musique démarrait. Il adorait le rhythm and blues, et cette guitare était son bien le plus précieux. L'endroit où il enfermait sa guitare était un véritable sanctuaire. Bien entendu, nous n'avions pas le droit d'y toucher. Papa ne venait jamais aux réunions religieuses avec nous. Mais lui et maman savaient que la musique était un bon moyen de maintenir la famille à l'abri, dans un quartier où les gosses étaient déjà organisés en gang, toujours prêts à recruter des mômes de l'âge de mes frères. Les trois aînés se débrouillaient toujours pour être là quand les Falcons répétaient. Papa leur faisait croire qu'il leur accordait un grand privilège en les laissant assister aux répétitions. Mais en réalité, il voulait qu'ils soient là. Tito ne perdait pas une miette de tout ce qui se passait. Il apprenait le saxophone à l'école, mais il n'avait pas les mains assez grandes pour jouer les thèmes et les accords que jouait mon père. C'était logique qu'il suive les traces de mon père, car il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. La ressemblance est devenue encore plus frappante au fil du temps. Toujours est-il que mon père décida que personne ne devait toucher à sa guitare en son absence. Interdiction absolue. Du coup, Jackie, Tito et Germaine guettaient les allées et venues de maman dans la cuisine pour emprunter la guitare. Ils faisaient attention de ne pas faire de bruit en ouvrant le placard, puis ils se réfugiaient dans notre chambre et mettaient la radio à fond pour pouvoir jouer sans être entendus. Tito faisait des effets de scène en plaçant la guitare au-dessus de son ventre. Jackie et Germaine jouaient chacun leur tour, et ils apprenaient toutes les gammes qu'on leur enseignait à l'école.
il s'amusait aussi à jouer Green Onions, que l'on écoutait souvent à la radio. À cette époque-là, j'étais assez grand pour me faufiler avec eux et les regarder, si je leur promettais de ne pas rapporter. Finalement, un jour, maman les a surpris. Ils étaient très inquiets. Elle les gronda, mais promit de ne rien dire à papa tant qu'il serait prudent. Elle savait que la guitare les empêchait d'aller traîner dans la rue avec les voyous, et que pendant ce temps-là, ils évitaient les coups et les bagarres. Aussi ne voulait-elle pas leur retirer ce qui justement les mettait en sécurité. Bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Et un jour, une corde de guitare s'est cassée. Panique pour mes frères. Ils n'avaient pas le temps de la réparer. Et d'ailleurs, ils ne savaient pas comment changer une corde de guitare. Ils remirent donc la guitare dans le placard avant que papa ne revienne, en espérant qu'il croirait que ça s'était fait tout seul. Mais papa n'était pas né de la dernière pluie. Et il était furieux. Mes sœurs me conseillèrent de me faire tout petit, et de me cacher. Papa cria après Tito, qui s'était réfugié sur son lit. Tito avait peur, mais papa lui mit la guitare sous le nez en le regardant d'un air inquisiteur, et dit « Montre-moi ce que tu sais faire ». Mon frère reprit ses esprits, et lui fit une petite démonstration des trucs qu'il avait appris tout seul. Quand mon père vit que Tito savait jouer, il se douta bien que ce n'était pas la première fois qu'on lui empruntait sa guitare, mais que personne ne s'en était servi comme un jouet. La corde cassée n'était qu'un accident normal. C'est là que ma mère est intervenue pour plaider en notre faveur. Elle parla du talent musical de ses fils, et à force de lui rabâcher que nous étions doués, mon père finit par les entendre. Et il aima ce qu'il entendait. À partir de ce moment-là, Tito, Jackie et Germaine se mirent à répéter ensemble avec acharnement. 2 ans plus tard, alors que j'avais environ 5 ans, maman fit remarquer à papa que j'avais une belle voix et que je savais jouer des bongos. C'est comme ça que je suis devenu membre du groupe. Mon père décida alors que ce qui se passait dans sa famille commençait à devenir sérieux. Il passa de moins en moins de temps avec les Falcons et de plus en plus de temps avec nous. On travaillait tous ensemble et il nous apprenait la technique de la guitare et tous les trucs qu'il connaissait. Marlon et moi étions trop petits pour jouer, mais on regardait, et on apprenait en regardant. L'interdiction d'utiliser la guitare de papa en son absence était toujours maintenue, mais mes frères passaient outre dès qu'il avait le dos tourné. La maison de la rue Jackson était envahie par la musique. Papa et maman avaient payé des leçons de musique à Rebby et Jackie quand elles étaient petites. Aussi avaient-elles de bonnes bases. Nous allions dans les écoles de musique de Gary. Pourtant, tout ce travail n'était pas suffisant pour user toute notre énergie. Les Falcons gagnaient de l'argent dans les concerts, et même si cet argent n'était pas régulier, ça faisait toute la différence pour nous. On avait assez pour manger et pour vivre, mais bien entendu, il ne restait plus rien pour le superflu. Maman travaillait à mi-temps dans le grand magasin Sears. Papa allait encore à l'usine. Et tout le monde mangeait à sa faim. En y repensant, financièrement, on se trouvait quand même dans une sorte d'impasse. Un soir, papa tardait, et maman commençait à se faire du souci. Quand il est arrivé, elle s'apprêtait à lui tailler un costume. C'était une scène qu'on ne voulait pas manquer. Mais il passa la tête par la porte avec un petit sourire malicieux, en essayant de cacher quelque chose derrière son dos. Ce fut un choc pour tout le monde quand il brandit une superbe guitare rouge flamboyante, légèrement plus petite que la sienne. On espérait tous qu'il nous donnerait la vieille guitare du placard. Mais papa déclara que la nouvelle guitare était pour Tito. Papa demanda à Tito de nous la prêter, à condition que ce soit pour travailler sérieusement. Pas question de l'emporter à l'école, ou de la sortir de la maison pour frimer. C'était un cadeau sérieux.
et ce jour-là fut un moment mémorable dans la vie de ma famille. Maman était contente pour nous, mais elle savait aussi que son mari avait des projets très ambitieux pour nous. Il avait commencé à lui en parler le soir quand nous dormions. Il rêvait, et la guitare n'était que le début de ses plans. Très vite, il nous a acheté non plus des cadeaux, mais de l'équipement. Germaine reçut une basse et un ampli. Jackie des shakers. Petit à petit, notre chambre se mit à ressembler à un magasin de musique. J'entendais souvent papa et maman se disputer parce que tous ces instruments et ces accessoires coûtaient beaucoup d'argent, et qu'elle avait déjà du mal à joindre les deux bouts. Mais papa savait la persuader, et il connaissait toutes les ficelles. On avait même des micros dans la maison. À l'époque, ça représentait un véritable luxe, surtout pour une femme qui devait gérer un budget très petit. Mais j'ai très vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un caprice inutile. Cela nous permettait de nous préparer pour les concours d'amateurs que nous faisions très souvent. J'y ai vu des gens qui devaient sûrement chanter très bien quand ils étaient chez eux, mais qui ne savaient pas se servir d'un micro et qui criaient trop fort, comme s'ils voulaient prouver qu'ils n'en avaient pas besoin, ou qui tout simplement étaient paralysés dès qu'ils se retrouvaient devant cet appareil. Ils n'avaient pas l'avantage que nous avions, avantage que seule l'expérience peut donner. Je pense que cela a rendu jaloux beaucoup de nos concurrents. Il est certain que notre maîtrise des micros nous donnait un plus sur eux. Mais puisque nous faisions tellement de sacrifices, en loisirs, amis, travail scolaire, personne n'avait le droit de nous en vouloir. Nous devenions vraiment bons, mais nous travaillions comme des adultes. Pendant que je regardais mes frères plus âgés, papa avait décidé de nous adjoindre 2 jeunes garçons, à l'orgue et à la batterie. Il s'agissait de Johnny Jackson et Randy Rancifer. Marlon, quant à lui, jouait des bongos. Motown a prétendu par la suite qu'ils étaient nos cousins, histoire d'embellir la mythologie familiale. C'était faux. Par contre, nous étions devenus un véritable orchestre. Moi, j'étais comme une éponge, et j'essayais d'emmagasiner autant que je pouvais, en observant les autres. J'étais complètement fasciné quand mes frères répétaient, ou jouaient pour une œuvre de charité, ou dans les centres commerciaux. Celui qui m'épatait le plus, c'était Germaine, parce qu'il était le chanteur et qu'il était mon grand frère. Marlon était trop proche de moi. Germaine m'emmenait à la maternelle, et j'héritais de tous ses vêtements. Quand il faisait quelque chose, j'essayais de l'imiter. Et quand j'y parvenais, je faisais mourir de rire mes frères et mon père. Par contre, quand j'ai commencé à chanter, ils m'ont écouté. Je chantais avec une voix de bébé, en imitant les sons que j'entendais. J'étais tellement jeune que je n'avais aucune idée de ce que signifiaient les mots que je disais. Mais plus je chantais, plus ma voix s'affirmait. J'ai toujours su danser. Comme Marlon n'avait qu'1 an de plus que moi, je le suivais partout et je l'observais, parce que Germaine devait porter sa basse. Très vite, je me suis préparé à rejoindre mes frères, en m'exerçant à chanter tout seul à la maison. En travaillant tous ensemble, nous avions très vite pris conscience de nos forces et de nos faiblesses, et chacun trouva sa place naturellement. Notre maison à Gary était minuscule. Il n'y avait que 3 pièces. Mais à ce moment-là, elle me paraissait plus grande. Quand on est petit, le monde entier paraît tellement plus vaste. Quand nous sommes retournés à Gary quelques années plus tard, ce fut une véritable surprise de voir combien la maison était petite. Elle n'était pas plus grande qu'un garage. Et pourtant, quand on y vivait, à nous les enfants, elle nous convenait très bien. J'ai un souvenir très vague de l'école, si ce n'est le premier jour d'entrée à la maternelle, que j'avais détesté. Je ne voulais pas quitter ma mère. Par la suite, comme tous les autres, je m'y suis fait, et j'ai adoré mes institutrices. Elles étaient toujours très douces et très affectueuses avec moi.
Chaque fois que je passais d'une classe à l'autre, elles pleuraient, et m'embrassaient en me disant que ça leur faisait beaucoup de peine que je les quitte. Je les adorais à tel point que je volais les bijoux de ma mère pour leur en faire cadeau. Elles étaient très touchées. Mais quand ma mère s'en est aperçue, j'ai dû mettre un terme à ma générosité. Ce besoin que j'avais de leur donner quelque chose montrait toute la gratitude que j'avais pour l'amour que l'on me donnait. Un jour, en primaire, j'ai participé à un petit spectacle organisé à l'école. Il fallait que chacun participe à sa manière. En rentrant chez moi, j'en ai parlé à mes parents. On a décidé que je porterais des pantalons noirs et une chemise blanche, et que je chanterais Climb Every Mountain, un extrait de The Sound of Music. Quand j'eus fini de chanter, la réaction du public me submergea. Tout le monde souriait, et la salle croulait sous les applaudissements. Certains étaient debout. Mes institutrices pleuraient. Je n'en revenais pas. Je les avais rendus heureux. C'était extraordinaire. En même temps, je me sentais embarrassé parce que, personnellement, je ne me trouvais rien de spécial. Je chantais seulement comme j'avais l'habitude de le faire chez moi tous les soirs. Quand on est sur scène, on n'a aucune idée de l'image que l'on projette de l'autre côté. On se contente d'ouvrir la bouche et de chanter. À partir de ce jour, papa a commencé à prospecter pour nous trouver des concours d'amateurs. C'était un manager de premier ordre. Il dépensait beaucoup d'argent et de temps pour travailler avec nous. Le talent, c'est Dieu qui nous le donne. Mais notre Père nous a appris à le cultiver. De plus, je pense qu'on avait l'instinct du show business. On adorait être sur scène et on donnait tout ce qu'on avait dans le ventre. Chaque soir, à notre retour de l'école, papa s'asseyait à côté de nous et on répétait. On jouait pour lui et il nous faisait ses critiques. Quand on se plantait ou qu'on faisait les fous, il ne nous ratait pas. Les coups de ceinture pleuvaient. Il ne nous passait rien. Il était vraiment très sévère avec nous. Marlon en prenait souvent plus que les autres. Par contre, moi, je me faisais battre pour des bêtises, en dehors des séances de répétition. Papa me rendait tellement fou de rage et me faisait tellement mal que j'essayais de me rebiffer et de lui rendre ses coups. Ce qui ne faisait qu'aggraver les choses. Je lui balançais une chaussure à travers la figure, ou je tentais de lui porter un coup de poing. Du coup, j'en prenais encore plus que tous les autres réunis. Je lui rentrais dedans, et mon père me laissait sur le carreau. Maman m'a dit que je m'étais toujours rebiffé contre ses coups, même quand j'étais tout petit. Cela, je ne m'en souviens pas. Je me rappelle que je courais sous les tables pour lui échapper, et ça le rendait encore plus fou. Lui et moi, nous avons eu des relations très difficiles. On répétait tout le temps. Parfois, tard le soir, on s'amusait avec nos jouets. On a pu faire quelques parties de cache-cache ou sauter à la corde, tout au plus. La plupart du temps, on travaillait. Je me souviens que nous nous précipitions tous sur nos instruments dès que nous entendions mon père arriver. S'il ne nous trouvait pas en train de répéter, ça risquait de chauffer pour nous. Maman nous aidait autant qu'elle pouvait. C'est elle qui avait senti notre talent, et elle continuait de nous encourager à utiliser notre potentiel. J'ai du mal à imaginer que nous serions arrivés là où nous sommes sans son amour et sa bonne humeur. Elle s'inquiétait de nous voir travailler autant, de l'attention dans laquelle nous vivions. Mais nous voulions être les meilleurs, et nous adorions la musique. Dans ma ville, à Gary, la musique avait un rôle important. Il y avait déjà des stations de radio locales et plusieurs nightclubs. Quand papa avait dirigé nos répétitions du samedi après-midi, il allait voir les spectacles du coin ou ceux de Chicago. Il voulait se tenir au courant de tout ce qui se faisait pour pouvoir nous aider. Quand il rentrait, il nous racontait en détail ce qu'il avait vu.
On était au courant des dernières nouveautés en matière de musique et de show business. Même notre façon de nous habiller sur scène était marquée par ce qui se faisait de mieux dans les grands shows de stars. Le dimanche, après la messe, il m'attrapait au vol pour me parler de ce qu'il avait vu la nuit précédente. Il me jurait que si je voulais m'en donner la peine, je pourrais danser sur une jambe, comme James Brown. Et c'était reparti. Retour express au monde du show business après la messe. Quand j'avais 6 ans, on a commencé à collectionner les trophées avec notre groupe. Notre place, sur scène, était immuable. Moi, j'étais le second à partir de la gauche, face au public. Germaine était à côté de moi, et Jackie à ma droite. Tito était à l'extrême droite avec sa guitare, juste à côté de Marlon. Jackie, beaucoup plus grand que nous, était placé derrière Marlon et moi. On a gardé cette disposition d'un concours à l'autre, et ça a très bien marché. Pendant que les autres groupes se bagarraient et laissaient tomber la compétition, nous devenions de plus en plus forts et expérimentés. Comme les gens de Gary nous voyaient très souvent dans les concours, ils nous connaissaient très bien. Aussi nous devions essayer de les surprendre à chaque fois. On ne voulait pas qu'ils se lassent de voir toujours la même chose, et nous changions très souvent notre numéro. Ça nous permettait d'évoluer et d'aller plus loin. Gagner un concours d'amateur sur la base d'un passage de 2 chansons est une épreuve qui demande autant d'énergie qu'un concert d'1 h 30. En effet, il n'y a pas de place pour la moindre erreur, et la concentration nécessaire pour interpréter 1 ou 2 chansons dépasse de loin celle qu'on a quand on peut s'offrir le luxe d'en chanter 12 ou 15 au cours d'une représentation. Nous avons fait notre éducation professionnelle grâce à ces concours d'amateurs. Parfois, on parcourait des centaines de kilomètres pour interpréter 1 ou 2 chansons, en espérant que le public ne serait pas contre nous sous prétexte qu'on venait d'ailleurs. Nous devions rivaliser avec des gens de tout âge et de tout genre. Que ce soit des comiques, des duos de fantaisistes ou des chanteurs et des danseurs comme nous. Il fallait qu'on puisse accrocher le public et le conquérir jusqu'au bout. Aucun détail n'était laissé au hasard. Papa veillait à ce que tout soit parfait, les vêtements, les chaussures, les cheveux, etc. On avait vraiment l'air complètement professionnel. Après toute cette mise en place, si nous chantions les chansons comme nous les avions répétées, les victoires tombaient automatiquement. Ça se produisait immanquablement, même lorsque nous jouions à Wallace High, dans la partie de la ville qui avait ses artistes locaux. Bien entendu, ces gens-là avaient leurs fans et leurs supporters, et ça n'était pas facile d'ébranler leur loyauté. Mais quand le présentateur levait notre main pour déclencher les ovations du public, enregistrées sur l'applaudimètre, on tenait à leur montrer que nous avions fait mieux que les autres. En tant que musiciens, Germaine, Tito et nous tous étions contraints de faire des efforts constants. Notre manager nous rappelait sans arrêt que James Brown taxait ses musiciens d'amendes sévères chaque fois qu'ils rataient une attaque ou qu'ils faisaient une fausse note pendant le spectacle. En tant que chanteur soliste, je ne pouvais pas me permettre le moindre pain. Je me rappelle avoir joué sur scène un soir après avoir eu de la température toute la journée. Dans ces moments-là, c'était très dur de nous concentrer. Mais nous étions soumis à une telle discipline de travail, mes frères et moi, que je suis sûr que j'aurais pu donner mon spectacle pendant mon sommeil. C'est dans cette période qu'il m'était interdit de regarder le présentateur ou de chercher dans le public le regard d'une personne connue, car cela aurait pu me distraire. On chantait ce que les gens écoutaient à la radio, ou des classiques que mon père sélectionnait. Si on se plantait quelque part, ça s'entendait aussitôt, car les fans les connaissaient par cœur. Quand on apportait le moindre changement aux arrangements, il fallait être sûr que ça sonnerait mieux que la version originale. On a gagné le concours de la ville quand j'avais 8 ans, avec notre version d'une chanson des Temptations, qui s'appelait My Girl. Le spectacle avait lieu tout près de chez nous, à Roosevelt High. Les gens sont restés collés à leur siège en l'entendant.
Germaine jouait de la basse comme un fou, et Tito était magnifique à la guitare. Sans parler de nos chorus à 5 voix et de mon duo avec Germaine. Tandis que Marlon et Jackie faisaient tourner la chanson comme des pros. Quand on s'est tous passé le trophée de main en main, c'était du délire. Pendant notre trajet de retour, on l'a posé sur le siège avant de la voiture, comme un bébé. Papa nous complimentait. Quand vous vous donnez à fond comme vous l'avez fait ce soir, ils ne peuvent pas ne pas vous donner le prix. Nous étions maintenant les champions de Gary. Notre prochaine cible était Chicago, car c'était la région qui offrait le plus de chances de travail, et là aussi que la réputation se jouait dans le business, à des kilomètres à la ronde. Nous avons donc planifié minutieusement notre stratégie. Le groupe de mon père faisait dans le style de Muddy Water et Howling Wolf. Mais il était assez intelligent pour se rendre compte que ce qui nous plaisait davantage, à nous, les enfants, c'était des rythmes plus enlevés et des sons plus nets. On a eu de la chance parce que beaucoup de gens de son âge n'étaient pas aussi branchés que lui sur les nouveautés. En même temps, on connaissait des musiciens qui pensaient que le son des années 60 n'était pas pour eux. Papa n'était pas comme ça. Il savait reconnaître le talent d'un chanteur. Il écoutait avec autant d'attention que nous Smokey Robinson des Miracles quand il chantait une de ses chansons comme Tracks of My Tears ou Ooh Baby Baby. À Chicago, les années 60 étaient une formidable époque pour la musique. De grands chanteurs comme The Impressions, avec Curtis Mayfield, Jerry Butler, Major Lance et Tyrone Davis, y jouaient sans arrêt, dans les mêmes endroits où nous passions. Mon père s'occupait de nous à plein temps à ce moment-là, et ne travaillait plus qu'à mi-temps dans son usine. Maman était un peu sceptique, non pas sur nos capacités, mais parce que mon père était la seule personne qui passait la majorité de son temps à essayer de faire entrer ses enfants dans le monde du show business. Quand papa décida de nous faire engager dans une boîte de nuit, à Gary, au Lucky's, elle était encore plus inquiète. Comme nous passions tous nos week-ends sur les routes à décrocher des prix dans les concours d'amateurs, et que cela nous coûtait très cher, le contrat au Lucky's rendait la chose possible. Maman était étonnée de voir l'intérêt que nous suscitions. Elle aimait bien nous voir gagner, mais elle s'inquiétait pour nous, surtout pour moi, à cause de mon âge. C'est pas une vie pour un gamin de 9 ans, répétait-elle en fixant mon père obstinément. Je ne sais pas ce que mes frères et moi espérions, mais le public des boîtes de nuit n'était pas le même que celui de Roosevelt High. Nous jouions au milieu de médiocres fantaisistes, d'organistes de cocktails et de stripteaseuses. Avec mon éducation de témoin de Jéhovah, j'allais fréquenter des gens décadents et apprendre des choses qu'il aurait mieux valu que je connaisse le plus tard possible. Elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. J'avais 9 ans, mais un seul coup d'œil à certaines stripteaseuses ne risquait certainement pas de me pervertir. D'ailleurs, c'était une vie épouvantable. Et de voir cela de près nous détermina à fuir ces endroits aussi vite et aussi loin que possible. En travaillant au Lucky's, nous avions pour la première fois un contrat pour 5 sets chaque soir, 6 fois par semaine. Il s'agissait d'un vrai show. Et si papa nous trouvait encore un engagement pour notre journée libre, il ne s'en privait pas. On travaillait dur, mais les clients des bars que nous animions étaient gentils avec nous. Ils aimaient James Brown autant que nous. On était comme un cadeau en plus de leur consommation. On plaisantait, et on faisait même des gags avec eux. Je me souviens en particulier quand nous chantions Skinny Legs and All de Joe Tex. Je me faufilais dans le public, je rampais sous les tables, et je relevais les jupes des filles pour regarder en dessous. Les gens me lançaient de l'argent, et quand je commençais à danser, je jonglais avec les pièces et les dollars avant de les mettre dans la poche de ma veste. Quand j'ai commencé à jouer dans les clubs, je n'avais pas vraiment le trac, à cause de tous les spectacles d'amateurs que nous avions déjà faits. J'étais déjà prêt à me lancer pour de bon, et à ne faire que cela, chanter, danser, tout en m'amusant. On s'est produit dans plusieurs clubs de stripteaseuses,
Je me souviens d'un endroit à Chicago où je restais dans les coulisses pour regarder une fille qui s'appelait Marie-Rose. Je devais avoir 9 ou 10 ans. La fille enlevait tous ses vêtements, y compris son slip, et elle les lançait au public. Les hommes les ramassaient, les reniflaient, et se mettaient à crier. Mes frères et moi, on ingurgitait toutes ces images, et mon père faisait comme si de rien n'était. On en a vu de toutes les couleurs pendant cette période. Dans une boîte, je me souviens qu'il y avait un trou entre la cloison de la loge des musiciens et les toilettes des femmes. On pouvait mater à travers une fente, et je dois avouer que j'ai vu des trucs inoubliables. Les types dans ce milieu sont tellement allumés qu'ils passent leur temps à percer des trous dans les toilettes des femmes. Et nous, on ne valait pas plus cher parce que c'était à qui aurait le droit de regarder par le trou, entre mes frères et moi. Et on se bagarrait tout le temps. « Allez, pousse-toi de là, c'est mon tour !» Plus tard, quand on était au théâtre Apollo, à New York, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que j'ignorais que de telles choses puissent exister. J'avais vu pas mal de numéros de striptease, mais ce soir-là, il y avait une fille absolument magnifique, avec des cils incroyables et des cheveux longs qui faisaient son numéro. Elle était vraiment douée. Tout à coup, à la fin, elle enleva sa perruque, sortit 2 grosses oranges de son soutien-gorge et nous révéla un visage de garçon sous le maquillage. Ça m'a sidéré. En regardant le public, je vis qu'ils étaient emballés par ce spectacle et qu'ils applaudissaient à tout rompre. Moi, j'étais un gamin caché dans les coulisses et je regardais ces trucs dingues. J'étais stupéfait. Oui, j'ai vraiment reçu une drôle d'éducation. Pas comme les autres. C'est peut-être ça qui m'a libéré et m'a permis de me concentrer sur d'autres aspects de ma vie, quand je suis devenu adulte. Un jour, peu de temps après nos expériences dans les clubs de Chicago, papa rapporta une cassette de chansons que nous n'avions jamais entendues auparavant. On se demandait bien pourquoi il nous faisait écouter ça, car jusqu'ici, il nous passait que des chansons connues. C'était la voix d'un type qui ne chantait pas très bien, avec un vague accompagnement de guitare. Papa nous dit que le type en question n'était pas vraiment un chanteur, mais quelqu'un qui écrivait des chansons, et qui avait son propre studio d'enregistrement, à Gary. Il s'appelait Monsieur Kate, et il nous avait donné 1 semaine pour apprendre ses chansons. Nous pourrions en faire un disque, éventuellement. Naturellement, nous étions très excités par cette idée. Nous étions prêts à enregistrer n'importe quoi pourvu que ce soit un disque. Nous avons travaillé surtout la musique, sans nous préoccuper des mouvements de scène, qu'il faut apprendre en même temps, normalement. Ça n'était pas aussi amusant que le répertoire déjà connu, mais nous étions suffisamment professionnels pour cacher notre déception, et donner tout ce que nous pouvions. Quand nous avons senti que nous étions prêts, et que nous avions fait le maximum, papa nous a fait faire une petite maquette, après quelques faux départs et quelques critiques sévères. 1 ou 2 jours plus tard, papa est revenu de chez Monsieur Kate, avec de nouvelles chansons, que nous devions travailler pour notre premier enregistrement. Comme papa, Monsieur Kate était un ouvrier d'usine qui adorait la musique. Mais il avait aussi un pied dans l'enregistrement et la production de disques. Son studio et son label s'appelaient Steeltown. Quand j'y repense, je suis sûr que Monsieur Kate était tout aussi excité que nous à l'idée de faire ce disque. Son studio était en plein centre-ville, et nous sommes allés chez lui un dimanche matin de bonne heure, juste avant mon émission de télé favorite, The Roadrunner Show. Monsieur Kate nous accueillit à la porte et nous fit entrer dans son studio. Il nous montra une petite cabine en verre, avec un tas d'appareils à l'intérieur, et il nous expliqua à quoi ils servaient. Ce n'était pas le moment de tripoter les machines, du moins pas dans ce studio. Je mis un casque sur mes oreilles, et avec cet étrange machin qui me descendait jusqu'au cou, je décidai d'avoir l'air prêt à tout. Mes frères essayaient de voir où ils allaient brancher leur instrument, et à ce moment-là,
des choristes et une section de cuivre sont arrivés. D'abord, j'ai cru qu'ils étaient là pour enregistrer après nous. Mais ils nous ont dit qu'ils venaient enregistrer avec nous. Et nous étions ravis. Papa n'avait pas bronché. Visiblement, il était au courant. C'est pas facile de surprendre mon père. Il nous demanda d'obéir à tout ce que nous demanderait de faire Monsieur Kate, quand nous serions dans la cabine d'enregistrement. Si nous faisions tout ce qu'il nous demandait, le disque se passerait très bien. Quelques heures plus tard, nous avions fini la première chanson de Monsieur Kate. Certains choristes et joueurs de cuivre n'avaient jamais enregistré auparavant, et ils n'avaient pas l'habitude de recommencer encore et encore jusqu'à ce que ce soit parfait. Mais ils n'avaient pas un manager perfectionniste comme le nôtre. C'est à ce moment-là qu'on a compris que papa nous faisait travailler comme des vrais professionnels. Nous sommes revenus plusieurs dimanches de suite, après des répétitions intenses pendant la semaine. Chaque fois, nous rapportions une copie de l'enregistrement. Un dimanche, papa apporta sa guitare, et il joua avec nous. C'est la seule fois qu'il a enregistré quelque chose avec nous. Une fois les disques pressés, Monsieur Kate nous donna des boîtes de disques pour que nous puissions les vendre à l'entracte, et après nos spectacles. Nous savions que ce n'était pas la façon dont les groupes connus opéraient, mais il fallait bien démarrer quelque part. Et à cette époque-là, avoir son nom sur un disque était toute une affaire. On se sentait vraiment privilégié. Ce premier 45 tours Steel Town s'appelait Big Boy. C'était une bonne chanson, qui racontait l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux d'une fille. Pour vous donner une idée de la chose, imaginez un homme maigrichon de 9 ans en train de chanter ça. Les paroles disaient que je voulais davantage qu'un joli conte de fées. Mais en réalité, je ne comprenais rien à ce que je chantais. Je chantais seulement ce que l'on me demandait de chanter. Quand ce disque, qui avait une ligne de basse d'enfer, est sorti, et que les radios locales de Gary ont commencé à le diffuser, c'était vraiment un événement dans le quartier. Personne ne voulait croire que c'était notre disque. Et même nous avions du mal à y croire aussi. Après ce premier disque Steel Town, nous avons recommencé à participer au concours d'amateurs à Chicago. Généralement, les autres artistes, surtout ceux qui passaient après nous, me voyaient débarquer avec stupeur, parce que j'étais minuscule. Un jour, j'ai vu Jackie plié en deux, mort de rire, comme si quelqu'un lui avait raconté une histoire vraiment drôle. C'était mal parti pour lui si papa s'apercevait qu'il était dans cet état avant de monter sur scène. Papa le repéra aussitôt et se dirigea vers lui pour lui dire 2 mots. Mais Jackie lui raconta un truc à l'oreille, et papa se mit à rire lui aussi en se tenant les côtes. Moi aussi je voulais connaître l'histoire. Papa raconta, avec une pointe de fierté dans la voix, que Jackie avait entendu les autres artistes parler entre eux, et l'un d'eux avait déclaré « On a intérêt à ne pas se faire avoir par ces Jackson 5, avec ce nain qu'ils ont dans l'équipe. » J'étais furieux, parce que mon amour-propre était blessé. Je trouvais ça très méchant. C'était pas ma faute si j'étais le plus petit. Mais tous mes frères étaient écroulés de rire. Papa m'expliqua qu'il ne riait pas de moi. Je devais être fier au contraire d'être pris pour un adulte par nos concurrents. Il croyait que j'étais un des elfes du magicien d'Oz. Papa ajouta que si nous suscitions autant d'envie et de jalousie de la part de ces types que nous en avions reçu des gamins de notre quartier à Gary, c'est que c'était gagné pour nous à Chicago. Mais ce n'était pas aussi simple. Il fallait d'abord jouer dans les clubs bien cotés de Chicago. Papa signa un contrat pour que nous puissions passer dans les bons clubs de Chicago, et il nous inscrivit au Théâtre Royal pour un concours d'amateurs. Il était allé voir B.B. King le soir de son fameux enregistrement en public. On avait d'ailleurs suggéré à Tito de baptiser la guitare que papa lui avait offerte quelques années plus tôt, Lucille de B.B. King, en hommage au musicien. On a gagné le concours 3 semaines de suite, en chantant une nouvelle chanson à chaque fois, pour exciter la curiosité des habitués. Certains concurrents commençaient à trouver qu'on exagérait de revenir à chaque fois. Mais on était tous là pour la même chose, gagner.
La récompense la plus alléchante dans ce concours, c'est que si on gagnait 3 fois de suite, on était invité à revenir. Mais cette fois on était payé, et ça se passait devant des milliers de spectateurs, et non pas devant quelques dizaines, comme c'était le cas quand on jouait dans les bars. Nous avons eu le privilège de faire ce spectacle avec Gladys Knight et les Pips, qui chantaient une nouvelle chanson. Ce fut une soirée géante. Après Chicago, il restait encore un grand concours d'amateurs à gagner, celui du théâtre Apollo à New York. Beaucoup de gens pensaient que le fait de gagner le concours de New York n'était qu'une question de chance, et rien d'autre. Mais papa était persuadé qu'en plus des gens de talent qui se produisaient, il y avait beaucoup plus de gens des maisons de disques et de musiciens professionnels à New York qu'à Chicago. Si on pouvait gagner à New York, on pouvait y arriver n'importe où. C'était ça, l'Apollo, pour papa. Chicago avait déjà fait parvenir des informations sur nous avant qu'on arrive à New York, et notre réputation était telle qu'on nous fit passer directement en finale, sans nous imposer les éliminatoires. Gladys avait déjà évoqué la possibilité pour nous d'aller à Motown, de même que Bobby Tyler, un membre des Vancouver, qui s'était lié d'amitié avec papa. Bien sûr, on rêvait d'aller auditionner à Motown, mais c'était un projet qui se réaliserait plus tard. Nous sommes arrivés à l'Apollo dans la 125e rue, avec 2 bonnes heures d'avance. Nous nous sommes baladés dans le théâtre, et nous avons admiré toutes les photos d'artistes blancs et noirs qui étaient venus jouer là. Le manager nous montra les loges, mais moi j'étais en arrêt devant les photos de mes chanteurs préférés. Tandis que mes frères faisaient connaissance avec les autres artistes de la première partie du spectacle, moi j'observais soigneusement les photos, parce que je voulais m'imprégner de chacun de leurs gestes, de leurs mimiques. Je regardais la façon dont leurs pieds étaient placés, comment ils tenaient leur micro, et je me demandais pourquoi ils s'y prenaient comme ça. Après avoir étudié James Brown dans les coulisses, je connaissais chacun de ses pas, de ses grognements, chacune de ses pirouettes. C'est vrai que rien qu'à le regarder sur scène, on était épuisé, vidé par l'émotion. Sa présence physique ahurissante, le feu qui sortait de chaque pore de sa peau, étaient phénoménaux. On pouvait presque sentir chaque goutte de sueur coulant sur son visage, et ce qu'il éprouvait à ce moment-là. Quand je regardais quelqu'un que j'aimais, c'est comme si j'étais à sa place. James Brown, Jackie Wilson, Sam and Dave, les OJs, ils faisaient vraiment travailler leur salle. J'ai énormément appris en regardant Jackie Wilson. Tout ceci a contribué à m'apprendre mon métier. Nous, on restait là, derrière les rideaux, à regarder les artistes sortir de la scène en sueur après leur représentation. Moi, j'étais pétrifié, et je les regardais passer avec leurs magnifiques chaussures de luxe. Mon rêve, c'était de pouvoir avoir une paire de chaussures en cuir de cette qualité. J'avais le cœur brisé parce que ces chaussures n'existaient pas pour les petits garçons. Je faisais toutes les boutiques dans l'espoir d'en trouver une paire, et on me disait à chaque fois « On ne les fait pas pour les petites tailles ». J'étais très malheureux parce que je voulais avoir les mêmes que celles que j'avais vues sur scène, brillantes, chatoyantes, et changeant de reflets sous les lumières. Oh, je voulais tellement avoir les mêmes chaussures que celles que portait Jackie Wilson. La plupart du temps, je restais seul en coulisses. Mes frères étaient en haut, en train de manger et de parler, et moi j'étais allongé par terre dans la poussière, tout contre le rideau, et je regardais le spectacle. Je regardais chaque pas, chaque geste, chaque saut, chaque émotion, chaque changement de lumière et d'intensité. C'était mon plus grand plaisir, et c'était ma façon à moi d'apprendre. J'étais là dès que j'avais 5 minutes de liberté. Mon père, mon frère, les autres musiciens, ils savaient tous où me trouver. Ils me taquinaient à ce propos, mais j'étais tellement absorbé par ce que je voyais et ce que je retenais que ça m'était égal. Je me rappelle tous les théâtres. Le Regal, l'Uptown, l'Apollo, trop nombreux pour les citer tous.
C'était inouï le talent qu'on rencontrait dans ces endroits. La meilleure façon de faire son éducation dans ce métier, c'est de regarder les maîtres au travail. Il y a des musiciens comme Springsteen ou U2 par exemple, qui disent qu'ils ont tout appris dans la rue. Mais moi je suis un homme de scène, et c'est sur la scène que j'ai appris, en regardant travailler les autres. Jackie Wilson était en photo sur le mur de l'Apollo. Le photographe l'avait pris sur le vif, une jambe en l'air, le torse en extension, quand il chantait une chanson triste comme Lonely Teardrops. Personne ne s'en apercevait, car sa façon de danser était tellement fantastique que le public ne pouvait pas se sentir triste en le regardant. La photo de Sam and Dave était en bas dans le couloir, à côté de celle d'un ancien grand musicien de big band. Papa avait sympathisé avec Sam Moore. Je me souviens qu'il avait été très gentil avec moi la première fois que je l'avais rencontré, et ça m'avait agréablement surpris. Je chantais ses chansons depuis tellement longtemps que je craignais qu'il me frotte les oreilles. Et puis surtout il y avait James Brown, le roi, Monsieur Dynamite. Avant lui les chanteurs n'étaient que chanteurs, et quand en plus il dansait, il ne pouvait pas le faire avec la même maestria que Fred Astaire ou Gene Kelly, surtout en direct devant un public. Mais James Brown était prodigieux, à la fois comme chanteur et comme danseur. Aucun éclairagiste n'arrivait à le suivre sur scène. Il fallait l'inonder de lumière pour être sûr de ne pas le perdre quand il se déchaînait. Moi, je voulais être aussi bon que lui. On a gagné le concours d'amateurs de l'Apollo. Mais je n'avais qu'une envie, c'était retourner regarder les photos sur les murs et remercier mes professeurs. Papa était tellement heureux ce soir-là qu'il prétendait qu'il pourrait rentrer à Gary sur un petit nuage. Il était fou de joie et de fierté. Mes frères et moi, nous avions eu tout bon, et nous espérions pouvoir sauter une classe grâce à cette performance. Je sentais que bientôt on n'aurait plus besoin de faire les concours d'amateurs et les boîtes de striptease. Pendant l'été 1968, nous avons découvert la musique d'un groupe qui devait changer notre son et notre façon de voir les choses. Ils n'avaient pas tous le même nom de famille. Il y avait des noirs et des blancs, des hommes et des femmes, et on les appelait Sly and the Family Stone. Ils faisaient des hits coup sur coup depuis quelques années, comme par exemple Dance to the Music, Stand, Hot Fun in the Summertime. Mes frères me montraient du doigt quand ils entendaient la chanson du petit nain qui paraissait grand, et à mon tour j'arrivais à en rire. On entendait ces chansons 24 heures sur 24, y compris sur les stations de rock. Ils nous ont beaucoup influencés, et nous leur devons beaucoup. Après l'Apollo, nous avons continué à jouer, un œil sur les cartes routières et une oreille branchée sur le téléphone. Papa et maman avaient décidé qu'on ne devait pas rester plus de 5 minutes pour chaque communication. Mais après notre succès à l'Apollo, ils étaient encore plus sévères. Il ne fallait pas encombrer la ligne avec nos appels personnels, au cas où une maison de disques essaierait de nous joindre. Nous vivions dans la crainte d'occuper la ligne téléphonique et de ne pas pouvoir répondre si on nous faisait une proposition. Pendant cette attente, quelqu'un nous avait recommandé pour le show de David Frost, à New York City. On allait passer à la télé. C'était le moment le plus excitant de notre vie. Moi, j'en parlais à tout le monde à l'école. Et je répétais 2 fois mon histoire à ceux qui ne voulaient pas me croire pour essayer de les convaincre. On devait partir en voiture quelques jours plus tard. Je comptais les heures. J'avais déjà imaginé comment les choses se passeraient, à quoi ressemblerait le studio, et ce qui se produisait quand on était face à une caméra de télévision. Mon institutrice m'avait préparé des devoirs pour rattraper mon absence. On avait encore une répétition en costume et une dernière sélection de chansons à faire. Cet après-midi-là, papa nous a dit que le voyage à New York était annulé. Stupéfait, on l'a regardé sans y croire. C'était un vrai choc, et j'avais envie de pleurer. On était tellement près du but. Comment avait-il pu nous faire ça? Qu'est-ce qui s'était passé?
Pourquoi M. Frost avait-il changé d'avis? J'avais la tête qui tournait, et je suis sûr que les autres aussi. C'est moi qui ai annulé, déclara calmement mon père. Nous étions trop atterrés pour parler. Alors mon père déclara. Motown a appelé. Les jours qui précédèrent ce voyage restent gravés parfaitement dans ma mémoire. Je me revois en train d'attendre mon petit frère Randy à la sortie de la classe du cours préparatoire. C'était le tour de Marlon d'aller le chercher, mais on avait échangé nos jours de corvée. L'institutrice de Randy me souhaita bonne chance pour mon voyage à Détroit, car Randy lui avait dit que nous allions auditionner pour Motown. Il était très excité, même s'il ignorait où se trouvait Détroit. Toute la famille ne parlait que de ça, et Randy ne savait pas ce qu'était une ville. Alors en classe, il cherchait Motown sur le globe terrestre. L'institutrice me dit que nous devrions chanter la chanson You Don't Know Like I Know, que plusieurs de ses collègues nous avaient vu interpréter au Théâtre Regal de Chicago. J'aidai Randy à mettre son manteau et lui promis d'y penser, tout en sachant que je ne pourrais pas chanter une chanson de Sam and Dave à une audition de Motown, car ils étaient chez eux un concurrent, la maison de disques Stax. Papa nous avait prévenu qu'il ne fallait pas faire d'impair avec ces gens-là. Il m'avait dit aussi qu'il aimerait bien que son petit garçon de 10 ans puisse être célèbre avant ses 11 ans. Quand j'ai quitté le bâtiment de l'école primaire en tenant Randy par la main, j'étais pressé. J'avais peur des voitures, et je fis un signe au gardien de la paix pour qu'il nous aide à traverser. Je savais que Latoya devait aller chercher Randy à l'école le lendemain, parce que Marlon et moi nous serions à Détroit avec les autres. La dernière fois que nous étions allés à Détroit, c'était pour chanter au théâtre Fox. Nous étions partis juste après le spectacle, et nous étions arrivés à Gary à 5 heures du matin. J'avais dormi pendant presque tout le trajet. Aussi, le lendemain matin à l'école, j'avais tenu le coup à peu près. Mais vers 3 heures de l'après-midi, c'était comme si j'avais des boulets aux pieds, et je pouvais à peine ouvrir les yeux. On aurait pu quitter le spectacle plus tôt ce soir-là, parce qu'on passait au début. Mais on aurait raté Jackie Wilson. Je l'avais déjà vu ailleurs, mais sur cette scène-là, avec son groupe, il était inouï. Le lendemain, à l'école, pendant la récréation, j'ai essayé de faire les pas de danse que Jackie Wilson avait inventés, et pourtant j'étais mort de fatigue. Les autres gamins me regardaient m'entraîner devant la glace des toilettes, et le soir, pendant la répétition, j'ai montré à mon père ces nouveaux pas, et il m'a encouragé à les danser sur scène. Comme je m'apprêtais à traverser la rue avec Randy, j'ai aperçu une grande flaque d'eau au milieu de la chaussée. Au lieu de la contourner, j'ai lâché la main de Randy, et j'ai fait un saut tellement long que j'ai réussi à ne pas éclabousser mes vêtements en arrivant de l'autre côté. Je savais que Randy allait essayer de m'imiter. Il s'apprêtait à foncer, mais je savais qu'il était trop petit pour passer de l'autre côté sans tomber dans la flaque. Aussi, étant avant tout un grand frère avant d'être un professeur de danse, j'ai bondi sur lui juste à temps pour l'empêcher de s'affaler dans l'eau. De l'autre côté de la rue, il y avait des gamins en train d'acheter des bonbons. Et même ceux qui étaient méchants avec nous à l'école m'ont demandé la date de mon départ pour Motown. J'ai acheté des bonbons pour Randy, je leur en ai offert avec mon argent de poche, et je leur ai répondu gentiment. Je ne voulais pas que Randy soit malheureux de nous voir partir sans lui. Comme nous approchions de la maison, j'ai entendu Marlon hurler. « Fermez la porte, s'il vous plaît !» Les portes de notre minibus VW étaient grandes ouvertes, et j'ai frissonné en pensant qu'il allait faire froid pour aller à Détroit. Marlon était déjà en train d'aider Jackie à mettre nos affaires dans le bus. Pour une fois, Jackie et Tito étaient arrivés largement en avance à la maison. Ils étaient censés s'entraîner au basket-ball à cette heure-là, avec leur équipe du lycée, et papa était en train de taquiner Jackie, en lui disant que la prochaine fois que nous irions chanter à Indianapolis, ce serait pendant les mi-temps, et son équipe gagnerait sûrement le championnat. Papa adorait ce genre de défi,
parce qu'avec nous, tout pouvait arriver. Il voulait qu'on soit les meilleurs dans tous les domaines, pas seulement en musique. Cette ambition lui venait certainement de son père, qui était instituteur. Une chose était sûre, mes institutrices étaient beaucoup moins dures et exigeantes que lui, et pourtant elles étaient payées pour ça. Maman nous a apporté une bouteille thermos et des sandwichs. Elle m'a recommandé une fois de plus de ne pas froisser ma chemise de concert, celle qu'elle avait fini de coudre la veille au soir. Randy et moi avons mis quelques paquets dans le bus, et nous sommes retournés dans la cuisine, où Rebi, après avoir couché la petite Janet, servait le souper de mon père. Rebi, ma sœur aînée, n'avait pas la vie facile. Si tout se passait bien avec Motown, nous devions déménager, et elle irait dans le sud avec son fiancé. Quand maman n'était pas là, elle s'occupait de tout à la maison. Maman avait entrepris de décrocher son bac en suivant des cours du soir, car elle n'avait jamais pu le passer à cause de sa maladie. Je n'arrivais pas à croire qu'elle pouvait faire un truc pareil. J'avais peur qu'on se moque d'elle à l'école, car elle avait sûrement des camarades de l'âge de Tito et de Jackie. Mais elle m'a expliqué en riant que les gens qui passaient leur bac en même temps qu'elle étaient tous des adultes. C'était curieux d'avoir une mère qui faisait ses devoirs de classe en même temps que nous. Le chargement des bagages prit moins longtemps que d'habitude. En principe, Ronnie et Johnny auraient dû venir avec nous, mais ils ne venaient pas cette fois-ci, car les musiciens de Motown devaient nous accompagner sur place en studio. Germaine était dans notre chambre en train de finir de se préparer. Il me dit que ça serait chouette d'aller à Motown tout seul, puisque Jackie avait son permis de conduire, et qu'il avait un jeu de clés du bus. C'était drôle d'imaginer la scène, mais au fond on savait bien que c'était impossible. Même lorsque c'était maman qui dirigeait les répétitions, parce que papa ne pouvait pas se libérer plus tôt à cause de son travail d'équipe à l'usine, c'était comme si ses yeux et ses oreilles étaient encore dans la pièce avec nous. Elle savait toujours ce qui avait bien marché ou non la veille, et ce qui ne collait pas ce jour-là. Dès qu'il arrivait, papa le savait aussi. C'est comme s'ils avaient un code secret entre eux. Rien qu'en regardant maman, ils savaient toujours si on avait bien travaillé. Les adieux furent rapides au moment du départ pour Motown. Maman avait l'habitude de nous voir partir plusieurs jours de suite, pendant l'année scolaire et pendant les vacances. Latoya faisait un peu la tête parce qu'elle aurait voulu venir avec nous. Elle nous avait vus jouer seulement à Chicago, et nous n'avions jamais pu rester assez longtemps au même endroit, à Boston ou à Phoenix, ne serait-ce que pour lui rapporter un petit cadeau. J'imagine qu'elle devait envier nos vies aventureuses pendant qu'elle restait à la maison. Rebi était occupée à coucher Janet, mais elle nous appela pour nous dire au revoir. Je fis un dernier câlin à Randy, et nous sommes partis. Papa et Jackie regardaient la route sur la carte, plus par habitude que par nécessité, parce que nous étions déjà allés à Détroit. Nous sommes passés par le centre-ville, devant le studio de M. Kate. Nous avions fait plusieurs maquettes chez lui, que papa avait envoyées à Motown après notre 45 tours. Le soleil se couchait quand nous avons rejoint l'autoroute. Marlon déclara que si on entendait une de nos chansons en voiture, sur une des stations locales, ça nous porterait bonheur. Papa lui demanda de la fermer et nous passa le thermos tandis que nous trafiquions le bouton de la radio, pour essayer de tomber sur notre groupe. Finalement, on a fini par écouter les Beatles sur une radio canadienne de l'Ontario. J'ai toujours été un fan du jeu de Monopoly à la maison, et ce voyage à Motown me faisait penser à ce jeu. Au Monopoly, il faut avancer sur les cases en achetant des propriétés, et en réfléchissant à ce qu'il vaut mieux faire et ne pas faire. Notre circuit de galère dans les boîtes de nuit et les concours d'amateurs avait été du même ordre. Il fallait éviter les puits et les embûches, sinon on devait retourner à la case départ sans toucher la prime. En résumé, nous nous étions déjà arrêtés plusieurs fois en cours de route, et nous avions fini par arriver au théâtre Apollo à Harlem, ce qui équivalait à une superbe carte chance pour des jeunes joueurs comme nous. Maintenant, on était en route pour Motown.
Est-ce qu'on allait gagner la partie? Ou bien est-ce qu'on devrait mariner plusieurs tours en prison en attendant l'occasion de sortir? Quelque chose avait changé en moi. Je le sentais très fort. J'en frissonnais dans le minibus. Pendant des années, nous avions fait le projet de tout casser à Chicago, en nous demandant si nous pourrions seulement sortir de la petite ville de Gary. Et nous avions réussi à prouver que nous étions assez forts pour y arriver. Puis nous avions pris le pari d'aller jusqu'à New York, persuadés que pour nous ce serait la catastrophe si ça ne marchait pas. Même pendant les soirées de concert à Philadelphie ou Washington, je me demandais tout le temps si un groupe inconnu n'allait pas nous battre à plate couture en arrivant à New York. Quand on a fait un tabac à l'Apollo, on s'est dit que rien ne pourrait plus nous arrêter. Cette fois, on était en route pour le Motown, et on avait le vent en poupe. C'est nous qui allions leur en mettre plein la vue, comme on l'avait toujours fait. Papa a sorti de la boîte à gants la feuille de route dactylographiée, et nous avons quitté l'autoroute en prenant la sortie de Woodward Avenue. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues car c'était un jour de semaine ordinaire pour les autres. Papa était un peu inquiet parce que, contrairement à l'habitude, ce n'est pas lui qui avait réservé l'hôtel, mais les gens de Motown. Papa était notre agent, notre tourneur, notre manager et notre régisseur. Quand ce n'était pas lui qui s'occupait de ces choses, c'était maman qui prenait le relais. Pas étonnant qu'il se sente mal à l'aise à l'idée de ne pas faire les réservations d'hôtel lui-même. Nous avions des chambres à l'hôtel Gotham. Les réservations avaient été faites en temps et en heure, et tout était parfait. Il y avait une télé dans la chambre, mais on était tellement fatigués qu'il n'était pas question de traînasser, surtout avec l'audition qu'on devait passer à 10 heures le lendemain matin. Papa nous a enfermés à clé, et il est sorti. Germaine et moi, nous nous sommes endormis sans dire un mot. Le lendemain matin, nous étions tous réveillés avant que papa nous appelle. Nous étions tous aussi excités que lui. Cette audition était inhabituelle pour nous parce que, jusqu'ici, les gens que nous avions rencontrés dans les différents endroits où nous avions chanté ne s'attendaient pas à ce que nous soyons aussi professionnels. Ce serait peut-être plus difficile cette fois-ci. Le public nous avait toujours acclamés dès le début, dans les boîtes comme dans les concours. Et papa disait que plus on passait de temps sur scène, plus ils en voulaient. Nous sommes remontés dans le bus VW après avoir pris un bol de céréales et du lait dans un snack bar. Il y avait des rillons au menu, signe qu'il y avait beaucoup de gens du Sud parmi les clients. Nous n'étions jamais allés dans le Sud, bien que maman ait ses racines là-bas. C'était notre désir le plus cher d'aller visiter cette région pour mieux connaître nos frères de couleur, surtout après la mort du docteur Martin Luther King. Je me rappelle le jour où il est mort. Tout le monde était bouleversé. Nous n'avons pas répété cette nuit-là. Je suis allé à l'église avec maman et les autres. Les gens pleuraient comme s'ils avaient perdu un membre de leur famille. Même les hommes, qui d'habitude sont moins démonstratifs, n'arrivaient pas à contrôler leurs émotions. J'étais trop jeune pour comprendre l'aspect tragique de la situation. Mais quand j'y pense aujourd'hui, j'ai envie de pleurer. Pour le Dr King, sa famille, et pour nous tous. Germaine fut le premier à localiser le studio, qui avait la réputation de produire les plus grands hits des USA. Il avait l'air assez mal tenu, et je ne m'attendais pas à ça. Nous nous demandions qui nous allions rencontrer au cours de cette journée. Papa avait exigé que nous nous taisions. Lui seul avait le droit de parler. Nous n'avions qu'à faire notre travail et à nous défoncer encore plus que d'habitude. Ça paraissait difficile parce qu'on se donnait toujours à fond, mais on comprenait ce qu'il voulait dire. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient à l'intérieur, mais papa parlementa avec un type en chemise blanche et cravate, qui était venu nous accueillir. Il nous connaissait chacun par notre prénom, ce qui était stupéfiant. Il nous demanda de poser nos manteaux et de le suivre. Les autres nous regardaient comme si nous étions transparents. Je me demandais ce qu'il pouvait bien faire là, d'où il venait,
Et s'ils attendaient dans cet endroit depuis des jours et des jours dans l'espoir d'avoir un rendez-vous? Quand nous sommes entrés dans le studio, un des types de Motown était en train de régler une caméra vidéo. Papa disparut dans une des cabines téléphoniques pour parler à quelqu'un. Moi, j'essayais de faire comme si on était au théâtre Fox, comme s'il s'agissait d'une représentation comme les autres. En regardant autour de moi, je décidai que si un jour j'avais mon propre studio, j'aurais un micro semblable à celui de l'Apollo, un qui disparaît dans le sol. Un jour, j'avais failli me casser la figure en descendant les marches du sous-sol, pour essayer de voir où il disparaissait. Puis nous avons fait notre travail. La dernière chanson que nous avons chantée s'appelait Who's Loving You. À la fin, personne n'a applaudi. Pas un mot. Rien. Moi, je ne supportais pas de ne pas savoir ce qu'ils en pensaient, alors j'ai dit « C'était comment ?» Mais Germaine m'a fait signe de me taire. Les musiciens qui nous avaient accompagnés se marraient derrière nous. L'un d'eux m'a fait un petit clin d'œil et s'est mis à rire. Je ne savais pas où me mettre, et je suis sûr que mes frères éprouvaient la même chose. Le type qui nous a raccompagnés a seulement dit « Merci d'être venu ». Le visage de papa était impénétrable. Il ne montrait aucun signe de plaisir ou de mécontentement. Il faisait encore jour quand on est parti. On est revenu à Gary par la I-94, complètement éteint. Surtout à l'idée d'avoir les devoirs de classe à faire en arrivant pour le lendemain matin. Tout ça pourquoi?